Alors, je ne vais pas remercier Thierry pour cette présentation, puisque enfin, j'ai appris des choses, évidemment. C'est un sujet qui est complètement hyper vaste. Et donc, vous serez étonnés du nombre de choses qu'on peut faire dans ce type de sujet. Alors, en fait, quand on fait esthétique et proctologie, on va s'attaquer à deux tabous. Évidemment, le tabou de la procto, ça, on a l'habitude vraiment de surmonter le tabou de la procto, mais combiner tabou de la procto à la médecine esthétique, donc là, il faut bien faire et vraiment avancer. Et pourtant, quand on regarde, et donc quand j'ai fait une recherche Google, anus et esthétique, là, j'ai fait une capture d'écran des vraiment les premières choses qui sont apparues. Et donc, il y a une vraie demande de la part des patients. Donc, j'étais vraiment étonnée. Et je me suis dit, bon, Thierry m'a demandé ça, il y a quand même du sens à sa demande. Alors, donc, j'ai appris qu'en fait, on ne peut pas faire de l'esthétique de toutes les façons sans se former. Donc, il faut une triple connaissance. En proctologie, ça, on connaît. En dermatologie, ça, on peut s'améliorer. Mais en médecine esthétique, ça, on n'y connaît rien. Et donc, je peux vous dire qu'il y a des diplômes qui sont validants. Il faut faire des formations et des workshops qui sont assez souvent proposés par les laboratoires, des stages chez des collègues, des congrès, participer à des congrès. Et si vous pouvez adhérer à l'IMCAS, qui est vraiment une société qui met à disposition des vidéos qui sont très intuitives et vraiment c'est une vraie communauté d'esthétique. Alors sachez-le que si vous voulez faire de l'esthétique anale vraiment, c'est-à-dire vraiment, ça sera votre principale activité. Donc c'est un autre mode d'exercice de la médecine. Il y a une obligation de moyens de résultats et c'est des actes hors nomenclature. Donc il n'y a aucun remboursement et donc il faut adapter son cabinet, il faut informer les patients avec une information qui est tracée, il faut faire signer des devis qui incluent des TVA, ce qui n'est pas l'habitude de la médecine classique. Et donc il y a un délai de réflexion qui est obligatoire, il faut informer votre RCP et le Conseil de l'ordre de ce type d'activité. Alors en pratique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Donc il y a les ablations des lésions bénignes, ça on a l'habitude, le blanchiment anal, donc ça vous connaissez, l'épilation laser, le traitement des cicatrices, cellulites, vergetures, varicosité, des tatouages, réjuvénation, traitement du gras, augmentation des fesses et toxines botuliques évidemment. Alors l'ablation des lésions bénignes, en premier, c'est l'ablation des marisques, mais on a beaucoup d'autres lésions qu'on peut enlever en consultation sous anesthésie locale. Donc on peut se munir des appareils qu'on a habituellement dans le cabinet, mais sachez-le qu'il y a d'autres appareils avec lesquels on peut s'équiper, comme le plasmapen ou le Plexer, qui permet de traiter les lésions graisseuses, et évidemment le laser fractionné ablatif qu'on peut utiliser également pour les condylomes. Alors, une petite vidéo pour une ablation de marisque. Vous voyez que c'est hyper simple. Donc là, en fait je mets une crème anesthésiante une petite heure avant que les patients arrivent. Et donc, du coup, en fait, l'injection n'est pas du tout douloureuse, l'injection de xylocaïne. Donc, j'appuie bien. Et puis, en fait, une ablation tout simplement au ciseau. Je n'utilise pas du tout le bistouri électrique ou très, très exceptionnellement. Et puis, en fait, une hémostase toute simple avec du crayon de nitrate. Et sincèrement, les suites sont assez simples. Alors, donc après le blanchiment anal, donc il y a le blanchiment chimique, donc les peelings que les dermatologues ont l'habitude d'utiliser, donc les peelings superficiels. Faites attention au niveau de la marge anale, donc on a une hyperréactivité du réseau hémorroïdaire. Donc pour les peelings moyens, il faut faire attention donc à la concentration de TCA. Donc je conseille plutôt des peelings superficiels. Donc, il y a d'autres indications à part le blanchiment. C'est vraiment pour les patients qui ont des folliculites et des kystes sépasés récidivants. Alors, c'est quelque chose dont on peut s'équiper assez facilement parce que c'est un faible coût. Donc, il y a un faible investissement. Les patients sont hyper contents. Donc, il y a très peu d'effets indésirables. Alors, pour le blanchiment, on peut aussi avoir des EBD, ce qu'on appelle des lampes, des lumières pulsées, des IPL. Donc, les IPL sont des lumières polychromatiques. Donc, on peut cibler plusieurs cibles, donc les vaisseaux, les pigments et les fibroblastes. Et donc, on peut l'utiliser pour le blanchiment anal. Mais en fait, le laser préférentiel pour l'éclaircissement des parties intimes, c'est le laser
Q-Switch, Nd:YAG, qu'on peut utiliser pour les procédures de détatouage. Donc ça a un certain coût. Donc si vous investissez dans ce type de matériel, donc il faut vraiment combiner à d'autres utilités, parce que évidemment il y a une étude de marché à faire. Alors le laser avec lequel vous pouvez vous équiper si vous voulez vraiment faire de l'esthétique, c'est le laser épilatoire, donc à visée esthétique, mais également il y a des indications médicales, le verneuil, la maladie pilonidale, les folliculites, les hypertrichoses. Donc il faut évidemment plusieurs séances, il faut se former. Donc, et il y a très peu d'effets indésirables quand on est bien formé. Et attention en fait au phototype des patients. Alors, le couteau suisse de l'esthétique, c'est la lampe LED qu'on peut utiliser vraiment de manière très très large. Ça coûte pas très cher et assez souvent, si vous achetez votre laser à alexandrite épilatoire, on peut vous l'offrir. Donc, vous pouvez négocier. La lampe LED, donc c'est une lampe qui a plusieurs couleurs et donc chaque couleur peut agir sur un processus particulier. Par exemple, la couleur rouge, elle peut stimuler les fibroblastes. La couleur bleue peut aider par un effet antibactérien. Le jaune anti-inflammatoire et le vert, c'est un effet anti-pigmentaire. Donc on peut combiner plusieurs lumières et donc comme vous voyez, il y a plusieurs indications. Donc pour la cicatrisation, quand vous faites des gestes sous anesthésie locale et que les patients ils ont mal ou il y a une réaction inflammatoire, vous pouvez les mettre sous LED. Des douleurs après zona, des maladies inflammatoires cutanées et des patients qui ont eu de la radiothérapie, ça marche parfaitement bien. Donc une séance de LED pendant 8 jours, donc vous voyez qu'on passe la phase inflammatoire. Donc pour les cicatrices, cellulites, vergetures, on peut toujours utiliser notre IPL avec sa large bande spectrale polychromatique. Mais c'est surtout ce qu'on appelle les ultrasons d'haute intensité, l'IFU, qu'on peut utiliser à visée thérapeutique, qu'on utilise pour les adénomes de prostate, pour les adénomes du sein, mais on peut l'utiliser à visée esthétique, pour tout ce qui est vergeture et cellulite. Et donc, c'est très efficace, surtout quand on combine à des injections sous-cutanées à des cristaux d'hydroxyapatite de calcium. Donc toujours aussi dans les lasers fractionnés non ablatifs, donc pour les cicatrices, cellulites, vergetures. Donc c'est un investissement, donc il faut vraiment faire des études de marché. Ça peut avoir plusieurs utilités. En tous les cas, pour les zones anales, n'utilisez pas du tout de l'ablatif parce que ça a beaucoup d'effets indésirables. Donc il n'y a pas d'éviction pour les lasers non ablatifs. Et donc c'est des hautes longueurs d'onde proches infrarouges. Et donc il faut une formation. Donc ça crée des micro-trous au niveau du derme qui permettent en fait d'injecter, de mettre des produits stimulants comme l'acide hyaluronique, ce qu'on appelle la mésothérapie. Donc il y a une combinaison d'effets. Et puis en fait pour les traitements de tout ce qui est vasculaire, là vraiment si vous vous intéressez à la zone proctologique, je pense que c'est un peu cher, donc il faut mesurer un peu l'investissement par rapport à ce que ça va vous apporter. C'est ce qu'on appelle les lasers colorants pulsés au KTP. C'est très utile pour les lésions vasculaires, mais en revanche je vous déconseille tout ce qui est fractionné, les radiofréquences et lasers, parce que ça a beaucoup d'effets indésirables au niveau de la marge anale. On arrive aux procédures de détatouage, donc il y a vraiment une vraie demande. Donc il y a beaucoup de jeunes qui se tatouent et qui regrettent leur tatouage tout de suite après. Et donc on a des lasers qui permettent le détatouage, ce qu'on appelle les lasers déclenchés, le nanosconde ou le picosconde. Donc on peut les utiliser aussi pour les projections. Donc les cicatrices de projection, ça a moins d'efficacité parce que c'est un peu profond. Et les tatouages après radiothérapie. En fait, il y a une vraie étude de marché à faire, il y a une vraie demande, donc pourquoi pas. Donc, si vous voulez orienter votre cabinet, faire les procédures de détatouage. Alors, la limite avec la gynécologie et la réjuvénation de la zone anogénitale, donc les gynécologues connaissent ça très très bien. Ces descentes cavitaires avec des lasers fractionnés, de la radiofréquence ou de l'IFU. Donc, les indications, c'est tout ce qui est douleur, sécheresse, brûlure, laxité, incontinence urinaire. Et puis, en fait, on a même des fauteuils avec des ondes électromagnétiques pour la réjuvénation de la zone anogénitale et de la rééducation des muscles du plancher pelvien. Et enfin, pour la zone anogénitale, on a même des injections par des fillers au niveau du point G. Donc, si vous êtes intéressé à cette région, vous pouvez faire également ce qu'on appelle l'augmentation du point G.
Alors, pour ceux qui veulent orienter leur cabinet pour le gras, et donc là, il y a une vraie demande, le traitement du gras avec la culotte de cheval, donc ce qu'on appelle la cryolipolyse ou le body layering. Donc, vous pouvez utiliser pour limiter, en fait, donc c'est pas pour les obèses, hein, faites attention, c'est pour les patients qui sont en surpoids. Et vous pouvez utiliser également des champs électromagnétiques pour remuscler, et puis des traitements qui peuvent également raffermir la peau après perte du poids. L'augmentation des fesses, donc un sujet également à la mode. Et donc là, pour ça, en fait, on a les procédures de lipofilling, mais également l'injection d'acide hyaluronique réticulé. Donc il y a une formation et surtout un coût. Mais bon, il y a une vraie demande, donc pourquoi pas. Et donc évidemment, quand vous maniez l'acide hyaluronique, il faut se munir de hyaluronidase pour pouvoir adapter et corriger en cas de surtraitement. Je finis par la toxine botulique et j'ai terminé. Donc la toxine botulique, sachez-le qu'en fait, à visée esthétique, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc c'est une restriction de spécialité seulement en France. Dans tous les autres pays, on peut l'utiliser en tant que médecin. Donc en France, théoriquement, si votre RCP ne vous protège pas pour l'utilisation de la toxine botulique, je déconseille de le faire. Alors pour résumer, donc il y a une demande grandissante. Vous voyez que le champ d'action est très large, donc j'espère que je ne vous ai pas assommé avec tout ça. Formation nécessaire obligatoire, donc on ne peut pas se lancer dans la médecine esthétique sans faire de formation. Il faut se positionner sur certaines activités. Il y a une étude de marché à faire, donc vous ne pouvez pas tout avoir. Et puis, en fait, il faut adapter son cabinet parce que c'est une activité qui est complètement différente de la médecine habituelle. C'est des actes non remboursés, donc il faut vraiment faire des devis et surtout informer les patients. Je vous remercie. Merci beaucoup. Écoute, tu vois, j'avais bien raison, il y a plein de choses en fait qu'on ne sait absolument pas. On aurait juste sur le petit blanchiment et la maryse, comme en fait, il y a beaucoup plus. Oui. La plupart des... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour commencer? Je pense qu'ils sont perdus, là. On les a perdus. Tu en fais? Non, pas encore. Pas encore, ouais. J'en fais pas du tout. C'est quoi? C'est essentiellement les dermatos qui font ce type de gestes? Alors, donc, des médecins les généralistes. Et beaucoup de médecins généralistes. J'ai pas mentionné, mais en fait, par exemple, la toxine botulique, il y a un flou, une certaine hypocrisie, mais 80% des injecteurs sont des médecins généralistes. Donc, en fait, il y a une vraie demande d'esthétique. Et donc une vraie demande. Donc nous, en tant que proctologue, on a beaucoup de demandes dans ce type de... Et on ne sait pas faire, mais il faut se former en fait. On n'a pas l'habitude de manier tous ces instruments, ces lasers, ces lumières pulsées, ces LED, ces injections. Mais en fait, donc c'est plutôt les dermatos et les chirurgiens plasticiens, mais beaucoup de médecins généralistes. Tu parlais de restrictions, pour la toxine ou autre. Ils n'y étaient pas les généralistes, hein, il me semble, dans la liste des... Il n'y a pas de médecins généralistes, mais 80% des injecteurs de toxines botuliques en France, c'est des médecins génalistes. Alors qu'ils ne font pas partie des personnes autorisées. Alors, donc il y a un certain flou parce qu'il y a des RCP qui prend. Hein. Donc, diplôme validant de médecine esthétique, il les protège. Donc, pour les proctologues, c'est la même chose. On peut imaginer, on peut extrapoler, mais bon, voilà. Enfin, les proctos ou les gastro, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais, c'est principalement les médecins esthétiques, je suis d'accord avec toi, Nadia. Il y a un DU qui s'appelle le DU MEG, fait à Créteil par Barbara Hersan, sur tout ce qui est interventionnel de la région anopérinéale. C'est vrai que c'est principalement des médecins G qui s'y inscrivent pour faire leur formation. Enfin, moi, j'interviens à ce DU. Et pour les LED dont tu as parlé, dans les maladies inflammatoires, quand même, c'est assez bof, je trouve. Et en fait, oui, c'est pas... C'est un couteau suisse qui est vraiment... Ça rassure, ça n'a pas d'effet indésirable, c'est un faible investissement pour des gens qui commencent l'activité. Et après, dès que vous avez votre clientèle, vous investissez dans des choses plus importantes. Mais je pense qu'au début, à mon avis, il faut commencer mollo, faire sa patientèle, se positionner sur une étude de marché, voir ce que vous voulez. Mais la LED est toujours quand même un tout petit peu utile, mais ce n'est pas en effet révolutionnaire comme tout... comme l'IPL, donc ça fait toujours moins bien qu'un bon laser. Pas d'autres questions? Mais écoute, on va rendre... Merci beaucoup, Nadia. Et puis, on va rendre le...